Donc, je vois pas d'autres questions, donc on va enchaîner. Donc, le point suivant, donc c'est le point sur la campagne de lancement et la formation à SIDA-SUNES évaluation. Je commence par un rappel de l'organisation modulaire de l'outil. Hein. Donc, je rappelle que SIDA-SUNES évaluation est organisé en 5 modules fonctionnels. Le premier module étant le module studio qui sert à la création des éléments d'épreuve, donc aussi bien les questions isolées que les dossiers progressifs ou même maintenant donc les nouvelles stations des causes, donc qui sont des nouvelles modalités qui sont introduites par la R2C. Le deuxième module, c'est le module planificateur qui sert à la préparation des épreuves, en particulier sous la tutelle des scolarités, donc avec des outils d'organisation, de planification et de supervision de la conception des questions qui sont attendues pour ces épreuves. Le troisième module, c'est le module superviseur qui sert à la supervision des épreuves par les gestionnaires pendant le passage des épreuves par les étudiants. Le quatrième module, c'est le module examen, qui lui est le module qui sert au passage des épreuves par les étudiants. Et enfin, le cinquième module, qui est le module notation, lui sert à réaliser le post-traitement des épreuves, c'est-à-dire corriger des questions qui ne seraient pas à correction automatique, afficher l'analyse des questions et puis prendre des décisions de jury, comme par exemple neutraliser une question ou une proposition de réponse. Et enfin, ce module permet l'export des notes. Voilà, donc 5 parties qui constituent un tout au sein de SIDA-SUNES Évaluation. Voilà le positionnement des différents modules dans la gestion concrète d'une épreuve. Donc, la phase de préparation de l'épreuve commence par la conception des questions dans le module studio. Ensuite, on a la phase de préparation de l'épreuve par les agents de scolarité ou même par l'enseignant lui-même. Cette préparation de l'épreuve, l'assemblage des questions se fait au niveau du planificateur. C'est là aussi qu'on va assigner les étudiants, les groupes d'étudiants qui vont passer l'épreuve. Ensuite, on a le jour de l'épreuve, on a 2 modules qui sont mis en œuvre. Le premier module, c'est le module superviseur, donc qui permet aux gestionnaires de surveiller l'épreuve. Et puis, en parallèle, les étudiants, donc, eux, vont réaliser l'épreuve, vont composer l'épreuve au sein du module examen. Enfin, lorsque l'épreuve est passée, le module notation, lui, va permettre la correction et l'export des notes. Donc, je rappelle ici le calendrier de déploiement des différents modules. Donc, depuis le mois de mai, donc depuis la mi-mai, le module Studio a été mis à disposition de la communauté. Au mois de juillet, les modules planificateurs, superviseurs, examen et notation seront disponibles afin de préparer en particulier les épreuves du mois d'août et de septembre, de début septembre. Un autre module qui s'appelle, qui n'est pas un module, qui est même un outil, qui s'appelle UNES Cockpit, sera mis aussi à disposition début juillet et lui permettra de gérer les groupes qui serviront à l'inscription des étudiants. Au mois d'août, donc, se dérouleront les premières épreuves facultaires sur SIDA-SUNES Évaluation. Donc voilà, une mise en œuvre progressive qui a déjà débuté et aujourd'hui, on va vous présenter le module planificateur, le module superviseur et le module examen et on va vous expliquer dans quelles conditions vous allez pouvoir les tester au niveau des facultés. Et je rappelle qu'il y a un accompagnement donc, qui a commencé donc, sur le studio et qui va par l'UNES et qui va se prolonger donc, au cours du mois de juin, donc ciblé sur le superviseur et l'examen. Donc en pratique, pour le démarrage de l'outil en lien avec vos prochaines épreuves donc, qui commenceront en août, voici le modèle à suivre. Donc entre mai et juin, donc début de la conception des questions dans le studio. Au mois de juillet, donc, vous allez avoir à disposition le module planificateur qui vous permettra de préparer les épreuves, avec en parallèle donc l'outil UNES Cockpit qui lui vous permettra de gérer les groupes, créer les groupes dont vous allez avoir besoin
dans le planificateur pour inscrire vos étudiants. Au mois d'août, donc, vous allez mettre en œuvre le superviseur et le module examen pour la réalisation des épreuves et aussi après l'épreuve, donc le module notation pour réaliser la correction et l'export des notes. Donc, ça reprend ce que je viens de dire. La période du mois de mai et de juin est celle de la préparation des sujets, donc autour du module studio. Donc le module studio, il a été déployé à la mi-mai et donc il est ouvert aux enseignants depuis le 24 mai à condition qu'ils aient rempli un formulaire de demande d'accès dont je vais repréciser après l'adresse. Il y a une limitation pour ces premiers jeux d'épreuves, donc des mois d'août et de septembre, et qui est autour de certains types de questions qui ne sont pas disponibles. Donc, vous pouvez utiliser tous les types de questions, sauf les zones, les questions numériques, les questions associatives et les dossiers de tirage au sort. Voilà, donc c'est la limitation du démarrage du studio et de SIDAS-UNES Évaluation, en sachant que ces types de questions sont prévus mais arriveront donc un peu plus tard. Donc, mai-juin, préparation des sujets autour du module studio. Au mois de juillet, donc, préparation des épreuves avec donc mise à disposition du module planification et donc qui permettra de récupérer et d'assembler les questions créées dans le studio. En parallèle, donc, au mois de juillet, vous allez avoir donc l'UNES Cockpit, donc un autre outil qui permettra de la gestion des groupes. Enfin, au mois d'août, se fera le passage des premières épreuves sur SIDAS-UNES Évaluation. Voilà, ça c'est pour reprendre l'accompagnement des formations. Donc, il y a eu donc au mois de mai, donc nous avons accompagné le démarrage du studio. Au mois de juin, donc en avance sur la mise à disposition réelle, nous allons donc vous former au superviseur, au module superviseur et au module examen. Donc ces modules seront disponibles au mois de juillet pour une utilisation normale. Par contre, on va vous donner un accès dès le mois de juin à ces outils dans un mode particulier qui est un mode on va dire kiosque de démonstration avec une épreuve fictive afin que les référents UNES puissent découvrir ces outils et réaliser des tests dans leur environnement facultaire. Mais ça, je vais vous l'expliquer un peu plus loin. Donc, je rappelle ici les moyens d'accompagnement qui sont mis en œuvre par l'UNES. Donc, il y a différentes modalités d'accompagnement. La première, c'est la page web d'accompagnement qui est en fait une page d'orientation. C'est la page que vous devez communiquer à tous vos intervenants pour qu'ils puissent retrouver à la fois depuis cette page toutes les informations utiles, les moyens de formation. Donc, c'est vraiment un hub de départ. Ensuite, on a la mallette de formation donc, qui est disponible. Nous avons organisé des webinaires de formation, des cafés pédagogiques et je rappelle qu'il y a le groupe des référents UNES qui est donc un outil dans lequel on a à la fois des documents mais aussi la possibilité d'avoir des échanges au sein de forums de discussion. Et enfin, on a une adresse d'assistance qui est dédiée à SIDAS-UNES Évaluation et qui est support-évaluation@unes.fr. Donc la page d'accompagnement dédiée, donc le hub d'orientation, vous avez ici son adresse. Donc à partir de cette page, vous allez retrouver les différentes adresses de connexion des différents modules de SIDAS-UNES Évaluation. Vous allez retrouver le lien vers la mallette de formation à SIDAS-UNES Évaluation et puis les modalités, les liens d'inscription au webinaire de formation et au café pédagogique. Vous avez aussi le lien vers le groupe d'échange des référents ainsi que le rappel de l'adresse d'assistance. La mallette de formation, donc, elle s'enrichit de jour en jour et elle sera encore enrichie au fur et à mesure de la mise à disposition des outils et de la réalisation des webinaires. Donc, elle contient les enregistrements des webinaires et des guides et tutoriels de formation. Et cette mallette est en accès libre pour tout utilisateur donc, qui dispose d'un compte universitaire. Donc, c'est aussi une adresse à communiquer à vos enseignants et plus généralement à vos intervenants pour qu'ils puissent
à la fois s'informer et se former aux différents outils de Sidas Évaluation. Je rappelle aussi que dans cette mallette, c'est là que se trouve le formulaire de demande d'accès au module studio. Par défaut, pour l'instant, tous les enseignants de l'ensemble des universités ne sont pas inscrits. Donc, pour accéder au studio, il faut en faire la demande et donc c'est ce formulaire présent dans la mallette qu'il faut utiliser pour s'inscrire, pour avoir donc l'accès. Il est important que ce soit l'utilisateur lui-même qui remplisse le formulaire, car il y a des données cachées dans ce formulaire qui permettent de vérifier son compte, en tout cas qui nous permettent d'identifier correctement le compte à inscrire au studio. Et le délai entre l'inscription et l'accès réel est à peu près d'une semaine sur l'autre. Vous avez aussi dans la mallette deux formulaires. Un premier formulaire qui permet de faire des retours sur l'accompagnement, sur la qualité des documents. Donc, si vous avez des demandes ou des suggestions autour de l'accompagnement et en particulier des documents, vous pouvez les faire dans ce formulaire. Et il y a un deuxième formulaire donc qui vous permet de faire un retour d'expérience et des suggestions autour des différents modules et donc pour l'instant autour du module studio. Jean-Charles, il y a des questions en ligne là. Grégory est en train de répondre. Grégory, tu veux nous en parler oralement là si... Non, mais il y a une question concernant la configuration des tablettes. Mais ça, je crois que tu vas en parler un petit peu par rapport à l'épreuve test. Donc ça, je vais peut-être pas trop m'étendre là-dessus. La récupération des données aussi de l'ancien CIDES. Je crois que tu en parles aussi. Je vais en parler tout de suite après, oui. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est surtout des points qu'on va traiter plus en détail par la suite. Donc ici, c'est juste pour rappeler les webinaires de formation et les cafés pédagogiques qui ont été réalisés au mois de mai. Donc il y a eu 6 webinaires thématiques donc, qui sont tous enregistrés, donc que vous pouvez retrouver dans la mallette. Associés aux guides thématiques qui ont été créés. Et puis, donc, il y a eu 8 cafés pédagogiques. Pour anticiper sur ce qui sera dit tout à l'heure sur la poursuite de l'accompagnement, on reste sur un rythme de 2 cafés pédagogiques par semaine. Les cafés pédagogiques ont vocation à être des échanges questions-réponses. Il n'y a pas de programme prévu particulier. On répond à vos questions, quelles qu'elles soient, à la fois d'ailleurs sur Sidas Évaluation, mais ça peut aller bien au-delà sur l'ensemble des outils de l'écosystème. Donc, ces cafés pédagogiques en général sont le mercredi à 9 h et le vendredi à 13 h 30. Et donc, en parallèle, on va reprendre une série de webinaires. Donc, il y a 6 webinaires qui sont prévus à partir de la semaine prochaine, mais ça sera la conclusion de ma présentation tout à l'heure. Mais en pratique, donc ces webinaires sont plutôt le mardi à 9 h et le jeudi à 13 h 30. Voilà. Mais je vous repréciserai les dates et les horaires tout à l'heure. Donc ça, c'était pour le mois de mai. En pratique, il y a 447 utilisateurs donc, qui sont déjà inscrits au studio, que ce soit des référents UNES ou des utilisateurs qui en ont fait la demande via le formulaire d'inscription. Je rappelle ici l'adresse donc de connexion au studio, c'est évaluation.unes.fr/studio. Donc pour l'instant, je rappelle que seuls les référents UNES et les utilisateurs qui en ont fait la demande peuvent accéder au studio, mais l'inscription est libre. Ici, vous avez un rappel pour ceux qui n'étaient pas là donc, au cours des dernières présentations. Je vais vous remontrer la démonstration donc, de création d'un dossier progressif dans le studio. Donc, je vais changer d'écran. Juste Jean-Charles, pendant que tu cherches, s'il y a des questions en ligne, on en profite. Là, il y a une question. Pouvez-vous nous confirmer que les référents scolarité ont accès à toutes les questions saisies par les enseignants? Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça sera possible quand le module cockpit sera disponible. Pour l'instant, un créateur ne voit que ces questions. La partie collaborative sera disponible à partir du mois de juillet. Oui, je vais compléter un petit peu parce qu'il y a quand même des problèmes de sécurité derrière et de confidentialité. Alors,
alors oui, on a la liste de toutes les personnes qui sont en scolarité. Et on s'est posé la question de dire, est-ce que toutes les scolarités, du moment qu'elles ont le rôle de scolarité, sont automatiquement ont automatiquement un accès à toutes les questions qu'il y a au niveau de la faculté. Le choix qu'on a fait, ça a été de dire non par mesure de sécurité. Et donc le mécanisme que l'on a imaginé, c'est je suis dans mon studio, moi en tant qu'enseignant, je vais récupérer les questions que j'ai créées moi. Mais il faut qu'il y ait effectivement quelques personnes qui puissent récupérer toutes les questions qui ont été créées au niveau de la faculté. Et donc, effectivement, il y aura des personnes qui auront le droit de faire ça. Et ces personnes, en fait, ce sont les référents, nos référents, qui pourront les nommer. Il n'y aura pas de lien système d'information automatique pour dire je suis scolarité, donc je vois tout. Voilà. Ça passera par un humain qui va attribuer des droits spécifiquement à des individus. Voilà. C'est une petite subtilité, mais en termes de sécurité, il faut qu'on soit quand même prudent par rapport à ça. Voilà. Grégory, il y a une question sur les adresses finales. Alors, oui, l'adresse. Comme l'adresse d'évaluation, ça veut-il dire que quand ça sera définitif, il s'agira d'une autre adresse? Non, non, non. Là, on est sur l'adresse définitive. Évaluation.unes.fr. Ça, c'est l'adresse générique de tout ce qui est la plateforme d'examen et avec derrière un /studio/ player/ planificateur/ notation. Voilà. Donc là, vous avez la vision complète des URL. Je l'écris en réponse que vous l'ayez. Alors évidemment, ces URL pour l'instant n'existent pas. Tout n'existe pas parce que tout n'est pas ouvert en production. Mais voilà, on est sur effectivement, et ça c'est fixe. Alors après, pour ceux qui sont très techniques, le évaluation.unes.fr est un service provider en termes de chibolette. Voilà, et j'ai fait un mail à tous les DSI d'établissement pour que ce soit validé comme un service provider reconnu par chacun des établissements. À ce jour, je crois que c'est fait pour tout le monde. Mais bon, sachez que si un établissement est coincé, ça peut être par rapport à cette validation qui n'est pas encore faite au niveau de la DSI. Les plateformes de l'université. Voilà. Ok, donc on entend un micro, donc si quelqu'un peut couper son micro, et je te laisse répondre, Grégory, en ligne à Madame Muller, là, qui a une question sur son accès. Jean-Charles, c'est bon? Tu peux reprendre Alors, je jongle avec les navigateurs, c'est bon. Du coup, j'ai trouvé comment mettre le son. Je réponds vite à Léonore Muller. En fait, il y a une confusion entre la plateforme de pré-production et la plateforme de production. C'est-à-dire que vous avez accès aujourd'hui à évaluation.unes.fr et là c'est la plateforme de production et évaluation pp comme pré-production.unes.fr. D'accord? Et ce qu'on a expliqué lors de la dernière réunion, c'est que vous avez accès à évaluationpp.unes.fr en mode c'est la plateforme bêta quoi on va dire. Et là vous voyez tous les modules. Donc c'est pour ça que vous avez plein de boutons. Et ce qu'on a expliqué, c'est que dans la plateforme de production à ce jour, on a restreint à 3 boutons dans le cadre de la formation, montée plus en main progressive, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est normal que entre la pré-production et la production, il y ait une différence sur les boutons. Voilà. Voilà, du coup, je vous propose d'essayer de vous passer la vidéo. Dites-moi si vous avez le son. Donc je rappelle un exemple de saisie d'un dossier progressif dans le studio. Bonjour, nous allons voir maintenant comment saisir une question sur la nouvelle plateforme de CIDES-UNES. Tout d'abord, il faut se connecter à cette plateforme en utilisant les mots de passe habituels que vous avez pour vous rendre sur les plateformes de l'université. Vous allez créer, donc on va créer un élément d'épreuve. J'ai cliqué sur le bouton créer un élément d'épreuve. Vous voyez que je vais remplir tout d'abord les informations nécessaires pour identifier cette épreuve. Mon nom est déjà incrémenté comme auteur. Je vais spécifier le nom du co-auteur et du relecteur de cette épreuve, ainsi que mon collège.
puis le type d'élément d'épreuve. Prenons par exemple un dossier progressif. Vous voyez que la référence de mon dossier se met automatiquement. On va pouvoir personnaliser un petit peu plus le titre et le sous-titre. Pour pouvoir le retrouver. Ensuite, par défaut, la numérotation des questions est proposée, ainsi que la numérotation des propositions de réponse. Vous pouvez les changer ou ne pas y toucher. J'enregistre et je continue. Je vais préciser quelques liens, en particulier le lien avec le référentiel du deuxième cycle et le lien avec les objectifs de connaissance pour que je puisse retrouver facilement mes questions une fois que j'en aurai saisi plusieurs dans ma banque personnelle. Toujours, j'enregistre et je continue. Le contenu de ma question, alors pour vous éviter d'attendre pendant que je frappe, j'ai saisi au préalable ma question sur Word, je fais un copier-coller et je vais enregistrer et continuer par précaution et ajouter une première question. Je choisis le type QRM et les propositions de réponse pourront être mélangées. Je vais poser ma question. Puis, je vais préciser les propositions de réponse. Obligé de faire deux fois le travail. C'est, à mon avis, plus simple de saisir directement dans l'interface plutôt que de passer par Word et puis après faire une succession de copier-coller. Mais là, c'était pour, dans le cadre de ce tutoriel, un, vous montrer que c'était possible et deux, vous éviter d'attendre trop longtemps. Donc, je vais maintenant regarder et préciser quelles sont les bonnes réponses. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose qui est obligatoire, c'est de mettre un commentaire pour la réponse, pour la correction. Sans commentaire, la question n'a aucun intérêt dans le cadre de l'entraînement, des auto-entraînements que pourront faire par la suite les étudiants avec les annales des examens. Donc, vous avez la possibilité de mettre vos commentaires soit pour chacune des propositions, soit, moi, je préfère mettre un commentaire général et, bien entendu, là aussi, j'enregistre. Et vous voyez que dès que le commentaire est, qu'il y a un commentaire, il y a une case bleue qui apparaît. Si j'avais fait un commentaire par proposition, toutes les cases seraient en bleu. Vous voyez que c'est relativement simple. Pour saisir cette question, je vais faire enregistrer, enregistrer et quitter. Bien entendu, je n'ai saisi dans mon dossier progressif qu'une seule question, mais je peux le retrouver à tout moment
il faut que j'aille dans gestion des éléments d'épreuve. Et là, vous voyez que j'ai déjà tous mes dossiers. Donc, vous voyez que l'identifiant qui est mis automatiquement est sûrement très simple du point de vue informatique pour retrouver les dossiers. Mais les titres et sous-titres que j'ai personnalisés me permettent de retrouver plus facilement mes questions. Vous voyez qu'elles sont marquées en cours. Ça veut dire que dans aucun des cas ici, je n'ai terminé de réaliser mes questions. J'ai fait qu'un travail partiel. Eh bien, je peux le reprendre en cliquant sur le crayon. Je vais me retrouver dans ma question, dans mon dossier, et je vais pouvoir le compléter. Donc, vous voyez que les copier-coller sont possibles et que le travail est extrêmement simple, que la plateforme est très ergonomique. Voilà. Donc voilà pour la présentation. Encore une fois, merci à Christian Boissier de cet enregistrement. Donc je vais rebasculer. Donc comme vous l'avez peut-être vu sur l'écran, il y avait beaucoup d'options qui ne sont pas actuellement disponibles dans la version qui a été déployée en mai. Ceci s'explique par une mise une incrémentation progressive des fonctionnalités. Donc, la version mise à disposition en mai permet de saisir les questions, mais des améliorations seront aussi apportées donc à partir de début juillet autour de la mise à disposition déjà des scénarios des stations d'Ecos, mais aussi, on va reparler jusqu'après de la récupération des questions de l'ancien CIDES, autour du travail collaboratif, la gestion des listes des référentiels. Donc, il y a une version minimale, mais qui est fonctionnelle, qui permet de saisir les questions, qui est disponible début mai, mais cet outil va s'enrichir progressivement. Nous avons déjà eu des retours d'expérience des utilisateurs là, début mai, ce qui a permis de prendre en compte ces demandes dans les développements. Ce qui nous a été demandé, c'est autour de la possibilité de régler par faculté le format des différents types de questions, à savoir par exemple le nombre de questions dans un dossier progressif. Dans le cadre des R2C, il y a une limitation et certaines facultés mettre plus de questions que ce qui est attendu, en tout cas dans le format R2C. Donc là, des options vont permettre de personnaliser par faculté à la fois le nombre de questions, les types de questions autorisées par format d'éléments d'épreuve, l'obligation des commentaires, des choses comme ça. Il y a aussi des demandes qui ont été faites autour de l'affichage des éléments d'épreuve déjà créés, avec la possibilité d'avoir des filtres, en particulier en lien avec les métadonnées des référentiels. Voilà, donc vos retours d'expérience sont très importants pour aussi orienter les fonctionnalités de l'outil. Concernant la récupération des questions, donc c'est une question, ça a été posé tout à l'heure. Donc je rappelle que l'intégralité des questions de l'ancien CIDES seront récupérables à partir du courant août, on va dire. Mais à partir de début juillet, on va vous fournir un premier outil d'importation qui permettra de récupérer les questions, mais avec une limitation qui sera la date de l'ancienneté des questions de l'ancien CIDES. Donc, je m'explique. Pour l'instant, dans le cœur de données donc, pédagogique de l'UNES, nous avons toutes les questions antérieures au 7 janvier. Au mois d'août, l'intégralité des questions de CIDES seront, dans tous les cas, mises dans ce cœur de données pédagogique de l'UNES et donc seront récupérables. Mais pour l'instant, nous n'avons pas la visibilité de savoir au début juillet à quelle date seront les plus vieilles, enfin les questions les plus récentes importables depuis l'ancien CIDES. Donc, dans le pire des cas, vas-y, oui. Juste un élément de calendrier pour que vous ayez tous la visibilité. Nous visons que début juillet, on fasse de nouveau une importation. Alors, pour votre information, une importation, c'est à peu près 2 semaines de travail.
d'accord, pour que vous ayez la visibilité là-dessus. Et donc notre idée, parce qu'il y a des gens qui nous ont demandé, c'est de faire une exportation des données à fin juin, pardon, et de faire cette importation sur les 2 premières semaines de juillet, ce qui voudrait dire que dans la deuxième quinzaine de juillet, vous pourrez retrouver en importation de données dans le studio les données qui auront été saisies jusqu'à fin juin. Voilà. Donc comme ça, il y aura une marche d'étape aux questions qui auront été saisies jusqu'à fin juin. Ce sera disponible à partir de à peu près mi-juillet, et après de nouveau une récupération de l'intégralité qui aurait été saisie jusqu'au 31 juillet. Voilà. Voilà, avec une clé qui est importante, c'est que pour qu'on puisse automatiquement restituer ces questions à un enseignant, il y a une clé qui est l'adresse mail. Idéalement, il faudrait que l'adresse mail présente dans l'ancien CIDES, donc associée au compte de l'ancien CIDES, soit la même que l'adresse mail connue dans le système UNES. Donc en gros, le mail universitaire. Donc, en général, quand les comptes ont été créés sur l'ancien CIDES, ils ont été créés, alors pas pour toutes les facultés, c'est bien le problème, le plus souvent quand même autour du mail universitaire. Et pour les facultés qui n'auraient pas utilisé ce mail, il faudrait ajuster le mail dans l'ancien CIDES avant l'importation pour qu'on puisse faire un matching adéquat. Si jamais… Attends, excuse-moi. Là, pareil, j'aimerais rajouter des éléments pour que vous ayez vraiment la vision complète. Dans le cockpit, la première fois qu'une personne va se connecter, elle va accéder à une page mes données personnelles. Et là, on va demander tous les emails de la personne. Alors, on va bien spécifier que ces emails, c'est pas pour les contacts, c'est pas, etc. Je veux dire, en termes de données personnelles, les choses sont bien claires. Mais il faut vraiment inciter les gens à mettre toutes leurs adresses email personnelles, leurs adresses email professionnelles, personnelles, en fait, tout ça, parce que ce sont des clés sur lesquelles on va tenter de faire des rapprochements. D'accord? Et que le plus on aura de données, le plus on aura des chances de faire des rapprochements intelligents. Voilà. Donc c'est pour ça que cette page de données personnelles, c'est extrêmement important de la remplir. Alors comme dit Jean-Charles, anticiper en mettant les adresses professionnelles sur l'ancien CIDES, c'est une démarche qui est très pertinente. Mais il faudra aussi sur le nouveau système rajouter toutes les adresses mail que la personne rajoute toutes les adresses mail, ce qui va donner plus de possibilités de rapprochement. Et puis on en parlera aussi après. On travaille sur un nouveau système d'authentification qui fait que ils pourront utiliser ces adresses mail là pour s'authentifier. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour dire ça au passage, commencer à planter une graine. On reparlera en détail du cockpit début juillet. Mais voilà, ça c'est un élément très important à prendre en compte. En fait, oui, non, merci pour ces précisions, Grégory. Bonjour, est-ce que je peux poser une question? Oui, Abel, oui, bonjour. Bonjour, Université de Limoges. Grégory, je voulais juste avoir une confirmation en fait sur l'ancien système CIDES. En fait, les enseignants ne peuvent pas modifier leur adresse mail. Je l'ai testé hier, donc c'est vrai que ça pose problème. On a des gens qui ont leur adresse Gmail, etc. Et c'est vrai que se poser la question, est-ce que c'est la scolarité qui va faire ça un par un, puisqu'ils n'ont pas accès à modifier leur profil sur l'ancien système. Comment vous allez faire quand vous allez récupérer les données dans l'ancien système avec une adresse Gmail? Est-ce que les référents de la nouvelle génération CIDES vont avoir accès à leur contenu? Comment ça va se passer? Alors bon, déjà, il y a plusieurs possibilités. Je suis surpris que chaque utilisateur ne puisse pas modifier son adresse mail. Ça, je peux te le confirmer. Non, ils ne peuvent pas modifier sur l'ancien. Oui, mais ils ont bien saisi Gmail, à moins que le compte ait été créé avec Gmail à l'époque. Bah, il a été créé avec Gmail à l'époque, ouais. Dans ce cas-là, le compte a été créé pas sur la plateforme en rentrant par compte local. Et il y a beaucoup d'enseignants qui sont référencés avec un compte local. Et généralement, c'est soit l'adresse hospitalière qui est prise en compte, soit parfois une adresse personnelle. Mais c'est vrai qu'il y a un nombre non négligeable de nos collègues qui ont été inscrits par des comptes locaux
et pas par des comptes qui dépendent de l'université. Voilà, donc c'est pour ça que l'intérêt, alors, voilà, faut qu'on voit à ce moment-là sur l'ancien CIDES si on peut donner la possibilité de modifier ça en amont pour préparer le matching. Sinon, nous, ce qu'on a prévu, il y a plusieurs mécanismes qu'on a prévus. Le premier, c'est lorsque la personne se connecte pour la première fois, on lui demande toutes ses adresses email. Et dans ce cas-là, il faudra bien qu'elle mette l'adresse hospitalière, éventuellement l'adresse Gmail, en plus s'il sait qu'il l'a utilisé pour le compte local. Voilà. Et c'est du moment qu'elle est saisie et qu'on sait que c'est la fin, si c'est la même que l'ancien CIDES, on va faire le match et normalement derrière il retrouve ses données. Ok. Le cas où la personne, on ne la matche pas. Alors après, pour différents scénarios, il saisit pas les bonnes adresses, il y a une faute de frappe parce que ça arrive aussi. Enfin bon, il y a plein de scénarios possibles. Dans ce cas-là, on est en train de développer une interface pour que un référent numérique, une scolarité, puisse forcer un match. C'est-à-dire de dire cet utilisateur que je connais maintenant, eh ben c'est cet ancien utilisateur sur CIDES. Et là, elle force le match et du coup, la personne, lorsqu'elle se reconnecte, elle pourra avoir accès à ces questions. Donc ça, c'est le deuxième mécanisme. Oui, c'est parfait. Et le troisième mécanisme, c'est comme on disait au tout début, il va y avoir des super utilisateurs qui vont pouvoir récupérer les questions de tout le monde. Voilà. Et comme on disait, là, il y a quand même des problèmes de sécurité. Et donc, ce sera au compte-gouttes qu'il y aura ces utilisateurs. Mais dans chaque faculté, on prévoit qu'il y ait des utilisateurs qui aient la capacité de récupérer tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que des gens qu'on n'arrive pas à matcher, mais il y a des gens qui sont partis. Il y a plein de scénarios possibles. Et donc, il y aura forcément des questions en apesanteur qui sera peut-être pertinent de récupérer. Donc, qui est un super administrateur, ça fait du sens. Donc voilà, on a pensé à un certain nombre de scénarios. Je pense que avec ça, on devrait pouvoir récupérer la plupart des choses. Non, mais c'est parfait, ça me convient exactement. Tu as bien répondu à ma question. Juste une dernière, en fait, on a fait un séminaire ce matin. Ils m'ont posé la question, donc je leur présentais en fait les nouvelles plateformes avec le module studio. Et ils m'ont posé la question, est-ce que tout ce qui a été saisi dans l'ancien système sera importé depuis 2013? Est-ce que c'est bien le cas? Oui. Alors, pour information, on a l'intégralité des données, donc ça, c'est 100%. La question, c'est sous quelle forme on met à disposition. Donc là, on a travaillé sur la récupération des questions. Début septembre, il y aura la récupération d'épreuves complètes. Voilà, donc on a surtout travaillé là-dessus. Typiquement, la question de récupérer des notes, récupérer des copies, récupérer tout ça, on n'a pas travaillé dessus. Donc, après, on a les données, donc pourquoi pas. Mais je sais pas, après, c'est toujours ça a un coût hein, de travailler là-dessus. Donc, si on le fait, faut qu'il y ait une demande, il faudra spécifier sous quelle forme, etc., etc. Voilà. Sachant que nous prévoyons, nous allons demander aux prestataires de nous fournir toutes les données personnelles, donc notamment toutes les copies, les notes, etc. Parce que c'est un devoir qu'ils ont de le faire. Et nous les mettrons à disposition de chacune des universités, chacun des éléments étant dans un format normalisé informatique, donc a priori ce sera du JSON. Et donc une université qui souhaite faire un système d'archives ou tout ça, elle pourra le faire à partir des données brutes qu'on aura récupérées. Ok, merci. J'ai passé l'examen là, c'est bon. Bien parfait. Merci Grégory, c'est parfait. Du coup, oui, on vient de parler de deux choses. Il y a l'import des questions de l'ISD. Donc ça, c'est ce qui sera disponible à partir du mois de juillet. Et puis la deuxième partie a été évoquée aussi, c'est l'importation directe des preuves complètes. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui arrivera en septembre en fait, donc dans un deuxième temps. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir on va dire un trou entre le début août où vous n'allez plus avoir accès à l'ancienne plateforme et au mois d'août jusqu'à la mi-septembre, si vous souhaitez créer une épreuve à partir d'épreuves déjà constituées dans l'ancienne plateforme, vous allez avoir le besoin d'identifier les questions qui étaient associées à votre épreuve. Donc, on va vous permettre d'importer les questions, mais vous pouvez vous poser la question, mais dans cette épreuve donnée, quelles questions j'avais mises dedans? Donc, pour ça, nous vous conseillons pour des épreuves qui seraient à reconstituer entre début août et la mi-septembre. Donc, nous vous conseillons de faire une impression PDF du bon à tirer, du BAT,
de ces épreuves, simplement pour pouvoir avoir la liste des questions qui sont intégrées dans ces épreuves. Donc le BAT, je vous rappelle, vous allez dans l'interface IGE, vous avez une petite icône, donc vous avez la liste de vos épreuves, vous avez une petite icône en forme de papier, vous cliquez dessus, vous cochez après BAT, ajoutez les annexes, affichez le type des questions, affichez la pondération des questions, ensuite imprimer, et vous allez avoir, donc l'impression ne se fait pas immédiatement, elle apparaîtra au niveau de la petite cloche en haut à droite. Donc au bout d'un moment, vous allez avoir un PDF qui va apparaître et là vous cliquez et vous récupérez le document. Et donc dans ce document, vous avez le numéro, le titre et le numéro des dossiers et même le numéro des questions qui sont intégrées dans l'épreuve. Donc voilà, c'est un moyen pour vous de savoir quelles questions vous devez importer dans le studio pour reconstituer une épreuve donnée. Peut-être il y a d'autres questions, là, on peut en profiter. Il y a Eric Desrantes qui l'a rédigé. Eric, peut-être prendre la parole avec le micro si… Oui, bonjour. Oui, on entend, c'est bon, ça marche. Oui, moi j'avais une question concernant, parce que la problématique des emails, c'est une grande question pour nous, vu qu'on a changé, on a fusionné, donc on a changé les emails. En plus, à la PHP, ils ont aussi un changement d'email depuis ces dernières années. Donc on a une grande variété d'emails dans CIDES. Mais je voulais savoir si vous allez nous transmettre des recommandations que nous pourrions nous-mêmes transmettre aux enseignants plutôt que de les reformuler par exemple, sur ce que vous avez dit sur la mise à jour des données lorsque l'enseignant va se connecter la première fois. Alors, déjà, on est dans cette démarche-là de vous donner la matière pour communiquer, puisqu'on fait les mallettes. Donc, effectivement, dans la mallette, on pourra faire une partie un peu spécifique sur cet aspect-là de mail, de matching, un petit peu entre guillemets système d'information. D'accord. Je prends note de ça. Voilà, par exemple, pour compléter ce qui avait été indiqué dans le forum, j'ai repris intégralement les indications qui avaient été mises dans le forum, ce qui était très pratique pour transmettre aux enseignants l'adresse de la plateforme pour se connecter, etc. Voilà. Et ça permet d'être exhaustif et de faire on prévoit, c'est ça. Non, mais là pour l'instant, dans la mallette, on n'a parlé que de studio, et comme on va lancer le cockpit aussi en parallèle. Pour ceux qui connaissent CIDES-NG, le cockpit a vocation à remplacer le rapport et annexe que les gens connaissent dans CIDES-NG. Et donc, on est en train de développer un certain nombre de fonctionnalités pour piloter les données du référentiel. Et donc, on va tout lancer en même temps. Et parce que effectivement, il y a plein d'astuces. Alors là, on a parlé du matching avec les adresses email, mais il y aura aussi plein de petites subtilités sur la gestion des groupes, sur tout ça. On n'a pas fini d'en parler parce que à la fois c'est simple, mais voilà, il faut pas faire n'importe quoi parce que derrière des implications assez lourdes en termes de sécurité, en termes de plein de choses. Donc voilà, je pense que à la prochaine réunion, on commencera à en parler. Il y aura peut-être même un atelier spécifique sur le cockpit à la prochaine réunion. Et puis voilà, on va alimenter aussi les mallettes avec les différents éléments. Alors, comme j'ai la parole, je profite pour une petite question là sur ce qui vient d'être dit sur les BAT. Est-ce qu'il est possible de faire un export en masse de l'ensemble des évaluations, ou il faut les faire une par une? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'option pour sortir les BAT en masse. Hein. D'accord. Parce que les enseignants n'ont peut-être pas y pensé faire cette manipulation. Alors, en sachant que ça concerne les épreuves que vous auriez besoin de remonter, d'assembler courant août, enfin en gros août-septembre. C'est-à-dire que pour les épreuves après, donc dès que le module d'importation des épreuves sera disponible, il n'y aura plus besoin d'avoir cette nécessité d'identifier les questions qui étaient présentes dans une épreuve donnée. Alors, sauf si un enseignant veut retrouver une épreuve qu'il aurait… il pourra la retrouver. Ou des annales, je ne sais pas. Il retrouvera ses épreuves, il les retrouvera.
D'accord, d'accord, c'est juste pour cette transition-là. Autrement, les épreuves, elles pourront être retrouvées dans… Oui, les épreuves seront importables dans le studio. Enfin, donc, il pourra les récupérer. Là, c'est une période de transition entre début juillet, on va vous permettre de récupérer individuellement les questions de l'épreuve. Mais il faut donc savoir, si jamais vous voulez, pour une épreuve donnée, il faut savoir quelles questions vous devez récupérer. Donc, si c'est une épreuve qui a été réalisée déjà par ailleurs. Et puis donc mi-septembre, en courant septembre, où vous allez pouvoir dire je veux récupérer cette épreuve et là on va vous importer toutes les questions. Donc c'est vraiment une période transitoire. Oui, c'est une sécurité. Voilà, donc il faut bien estimer les besoins et pas sortir tous les BAT, ça serait de la folie. Peut-être que les questions sont déjà très identifiées. Quand elles ont été créées pour une épreuve donnée, il y a peut-être systématiquement le titre de l'épreuve avec l'année. Donc les informations dans le titre des questions sont peut-être déjà suffisamment pertinentes pour retrouver les questions. Et d'autre part, la plateforme actuelle ferme que le 31 juillet, donc c'est surtout une organisation pour le mois d'août et début septembre. Il y a une question, voilà, tu as répondu, Grégory, sur les banques d'entraînement locales. Sur les banques d'entraînement locales, effectivement, je ne vais pas déflorer le sujet. Je ne sais pas si Jean-Charles t'a prévu d'en parler derrière. Non, pas les banques d'entraînement locales, non. Donc en fait, l'idée c'est que aujourd'hui, dans le CIDES l'ancien CIDES, il y a une partie auto-entraînement qui s'appuie à la fois sur les banques, la banque nationale et la banque locale. Donc nous, l'outil en tant qu'outil d'auto-entraînement, il est prêt, il est en test auprès d'étudiants là actuellement. Et on prévoit de l'ouvrir sur la banque nationale à partir de… Alors, on va commencer quasiment dès maintenant à faire une montée en charge progressive petit à petit, ça va. Et on est en full production à partir du 1er août sur la banque nationale. Et on va l'enrichir avec les annales et les banques locales à partir au moment de septembre-octobre environ. Le truc, c'est que voilà, chaque étudiant doit avoir accès qu'à sa banque locale. Donc c'est pour ça qu'en termes d'architecture, il y a un peu de travail et donc ce sera que disponible en septembre-octobre. Voilà. Merci beaucoup de ces réponses. Alors, je pense qu'on peut continuer. Ah, il y a une question qui vient d'arriver. Non, il n'y aura pas de republication à faire. Nous, on reprend tout ce qui est aujourd'hui sous forme de banque dans CIDES, on le reprend en tant que tel. D'accord. Donc, il n'y a pas de manipulation à faire en prévision de cette bascule. Ce qui ne m'empêche pas, à mon avis, là, je m'adresse aux enseignants, d'avoir quand même une politique de gestion de sa banque, avec au moins, au bout de dire les épreuves qui ont 3 ans, elles disparaissent. Voilà, c'est parce que du coup, ça grossit, ou alors voir les usages dans cette banque locale pour que ce soit un vrai outil efficace et pas juste des archives à l'infini.